Moteur! Allons-y! Moteur! Voilà donc un peu de musique qui est extraite du film de Roberto Rossellini, Europe 51. Eh bien là, nous allons parler d'un monument du cinéma italien, et j'ai envie de dire un monument du cinéma tout court. Alors, c'est vrai que c'est toujours très compliqué de parler d'un film comme celui-là, parce que c'est un film qui a été largement commenté, analysé, critiqué, encensé, mais honnêtement, pour avoir vu plusieurs fois le film, je l'ai revu encore pour pouvoir en parler aujourd'hui, eh bien, à chaque fois, c'est une découverte. On découvre des choses supplémentaires et d'une très grande qualité. Alors, Rossellini lui-même a été très étonné par les retours sur ses films. Notamment, il expliquait dans un interview que j'ai lu que lors de la sortie de Rome, ville ouverte, que vous connaissez tous, c'est un film qui a été tourné en 1945, il a pu lire, et je cite, « Rossellini confond la chronique avec l'art, le film est grand guignolesque ». Alors c'est vrai que effectivement ce qualificatif pour parler de Rome ville ouverte, c'est assez étonnant quoi, voilà. Et il ajoute que à Cannes, quand son film est passé, ça n'a pas dérangé grand monde, en tout cas, il n'y a pas grand monde qui l'a remarqué. Mais en revanche, après, quelques années plus tard, alors tout le monde était dithyrambique et Rossellini lui-même dit « Je pense qu'on a un peu même exagéré ». Voilà. Rossellini, je ne vais pas vous parler de Rossellini, vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez voir ça n'importe où, mais il faut quand même dire qu'il est classé parmi les néo-réalistes. Ce que contestait, et ça c'est intéressant de l'entendre, Éric Rohmer, Cahiers du cinéma, il disait « Il y a d'une part le cinéma italien et d'autre part l'œuvre de Roberto Rossellini ». Et en effet, Rossellini soulignait que le néoréalisme était au départ une position morale qui pouvait devenir et qui est devenue d'ailleurs ensuite esthétique. Ce qui intéresse au fond Rossellini, c'est la connaissance véritable. Pas ce qu'il appelle, en se moquant un peu de ses confrères ou même des autres réalisateurs quels qu'ils soient du monde entier, il n'aime pas la culture ornementale. Voilà, et donc il veut être un observateur lucide, un homme qui cherche la vérité. Ce qui l'intéresse, c'est retrouver l'innocence et l'intelligence du regard. C'est un vaste programme. Et d'ailleurs, c'est très juste parce que ces propos ont été relayés par Godard. Godard disait, en parlant de Rossellini, « Il est le seul à avoir une vision juste, totale, des choses. » Chez lui, ça c'est très important, écoutez bien, chez lui, un plan est beau parce qu'il est juste. Et chez la plupart des autres, un plan devient juste à force d'être beau. C'est très très vrai, parce que cette remarque, moi, ça m'a sauté aux yeux en revoyant Europe 51. La beauté de Ingrid Bergman émane de sa justesse. Elle est éclairée de façon, évidemment c'est un très beau noir et blanc, très soyeux, c'est magnifique, mais elle est éclairée de façon que sa justesse, dans son jeu, soit illuminée et sa beauté révélée. C'est très très vrai dans ce film. Alors bon, on ne va pas en parler longuement, mais enfin que vous connaissez sûrement toute la grande aventure professionnelle et amoureuse du couple Rossellini-Bergman. Ben oui, c'est pas mal parce que le bilan, c'est 4 films, 3 enfants. Il y avait de quoi s'occuper, évidemment. Et avec des moments de grâce et des déchirements, comme dans tous les couples, et notamment avec un drame pour Anna Magnani, qui était la compagne alors de Rossellini, et tout d'un coup, Ingrid Bergman arrive, voilà, une femme très sophistiquée, qui était une très connue aux États-Unis, qui avait même des enfants, un mari, qu'elle lâche tout pour venir, voilà, c'est magnifique, mais bon. Et donc, c'est intéressant parce qu'au fond, le film Europe 51, ça parle un peu de ça, parce qu'on parle d'une femme qui est très sophistiquée, dans un milieu bourgeois, et ça va jusqu'à la nudité de sa générosité sacrificielle. Donc, ça me paraît très intéressant. Alors, regardons un peu de plus près le film. Alors, tout d'abord, effectivement, c'est la musique, qui est signé par Renzo Rossellini, qui nous happe, qui nous entraîne dans une histoire que l'on sent, elle va être à la fois dramatique et en même temps apaisée.
Donc on ne sait pas si aujourd'hui on sait maintenant de quoi il s'agit dans le film, mais quand on ne sait pas, on se laisse entraîner dans cette histoire. Et la première séquence, c'est un plan de ville dans la nuit, sous la pluie, un couple de gens plutôt âgés, il y a la dame a mal aux pieds, il n'y a pas de taxi parce que c'est la grève, et d'emblée, ça veut dire que il est souligné que le mari dit à sa femme, il faut avoir une conscience sociale parce qu'elle a l'air de râler parce qu'elle a grève. Non, il faut avoir une conscience sociale. Et ce qui suit montre l'autre versant de la société, c'est-à-dire dans une belle voiture lumineuse, magnifique, sous la lumière du noir et blanc, en plus lumineuse parce qu'il pleut. Irène arrive, c'est donc Ingrid Bergman. Elle est là dans sa voiture avec son chien, elle s'arrête devant chez elle, belle grille d'entrée, l'ascenseur est en panne quand même, elle sonne et c'est là, tout d'un coup, elle se trouve en face d'une petite bonne qui est évidemment à son service. Et puis il y a Michel. Michel, c'est son jeune fils qui doit avoir 11 ans dans ces eaux-là. Et donc, au fond, ce qui intéresse Irène, puis Ingrid Bergman, c'est pas son fils qui essaie de lui parler, c'est plutôt est-ce que la table a bien été mise puisqu'elle attend des amis, est-ce que la table est bien mise, voilà. Et donc elle se précipite dans la salle de séjour, la salle à manger pour voir si tout se passe bien et elle félicite la bonne, c'est parfait. Et donc elle va s'agiter comme ça parce qu'il faut qu'elle se prépare, elle arrive de l'extérieur, il faut qu'elle soit prête, etc. Et la caméra va la suivre de droite, de gauche, de droite. C'est très, comment dire, ça l'enveloppe, hein. On est avec elle, on s'agite beaucoup. Et alors que elle passe devant son fils qui est là, ce gamin, et qui dit « Tu m'écoutes ?» Il va lui répéter 2-3 fois. Ben non, il écoute pas. Et jusqu'au moment où il dira « c'est trop tard. » Parce qu'elle dit « qu'est-ce que vous voulez me dire ? C'est trop tard. » Et c'est trop tard, c'est vraiment trop tard, parce qu'en effet, Michel, devant le miroir de la coiffeuse de sa mère, eh bien, il se passe une cordelette autour du cou. Donc, ça annonce ce qui va se passer après. Et donc, c'est pas la peine, je suis pas en train de divulgacher quoi que ce soit, tout le monde le sait. Et donc, ce jeune Michel va saluer les invités, comme on lui demande. On lui donne un cadeau, c'est une locomotive, ça pourrait être formidable, mais ça ne l'intéresse pas. Et dans la conversation, on découvre que tout le monde s'en fout, au fond, de ce gamin, quoi. Je veux dire, il n'a pas de place, La conversation, on apprend quand même qu'on est dans un milieu friqué, mais où quand même le copain du mari, c'est Andrea, un journaliste, il est de gauche, voilà, donc ça donne l'ambiance. Et puis Michel, ce jeune garçon, va appeler sa mère, et le père ne trouve rien d'autre à dire, parce qu'il est un peu gêné, parce que sa mère se lève et va voir son fils, et il dit « Oh, ce garçon est une énigme ». Vous voyez, donc c'est quoi ? C'est quoi ce gamin ? On ne sait pas. Et la suite, évidemment, on la connaît, parce que ce gamin va se suicider. C'est-à-dire qu'il va tomber dans les escaliers, mais en réalité, on va savoir très vite qu'il s'est jeté dans les escaliers et il va en mourir. Donc, cette chute n'est pas montrée, mais elle est évoquée par un plan assez saisissant, parce que lorsqu'Irène, évidemment, apprend ça, on l'amène à l'hôpital, elle veut l'accompagner, et là, tout d'un coup, quelqu'un lui lance, on lance à son mari, enfin peu importe, son manteau de vison, vous savez, pour qu'elle n'ait pas froid. Et alors ce manteau tombe comme ça dans cet escalier en colimaçon où il est tombé. C'est très important parce que c'est l'image même du fils, quoi, qu'on n'a pas pu retenir. On n'était pas là pour le retenir. Et on ne retient que le manteau. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. C'est un plan qui a de la force. Et en même temps, ça donne le style du film parce que c'est un geste saisissant qui joue sur la descente. Un mouvement qui souligne ou annonce ce que sera le film par ces mouvements descendants, ascendants, qui sont extrêmement nombreux dans le film, tout au long du film. Que ce soit physiquement, socialement, spirituellement, et avec en plus la fin du film, si vous l'avez vu, vous en souvenez forcément, mais on peut revoir ce film. Vous avez Ingrid Bergman qui est derrière une fenêtre, cadrée, et en même temps, on la voit, c'est le regard des gens qui sont en bas, qui montent leur regard vers le ciel, et qui découvrent donc Irène, qui est enfermée, folle, considérée comme folle, derrière ses barreaux. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une présence de la caméra qui n'en loupe pas une, quoi. C'est-à-dire, les décors vont se multiplier avec des escaliers qu'on descend, Irène en descend, elle en remonte. Notamment, il y a une séquence où, la troisième partie du film, où elle se tourne vers Dieu. Elle rentre dans une église et donc ça annonce le chemin d'Irène, c'est-à-dire que c'est une errance
vers sa vérité, peut-être la vérité. Ça, justement, c'est pas un film manichéen. Rossellini nous explique pas où est la vérité, mais c'est ou chez les communistes ou chez le catholicisme. Peut-être ni chez ni l'un ni l'autre. C'est à vous de faire évidemment votre choix. Et ce chemin qu'Irène va suivre, à la suite du suicide de son fils Michel, eh bien, Rossellini ne s'en cache pas. Il s'est inspiré beaucoup de Simone Veil, la philosophe. Je ne parle pas de la Simone Veil qui était ministre. Je parle de Simone Veil. Et aussi de saint François d'Assise, qui tous les deux, par leur périple, par leur chemin aussi personnel, ont été considérés comme des fous. Et tous les deux, d'ailleurs, que ce soit Simone Veil ou saint François d'Assise, étaient issus de familles riches et ils ont choisi la voie de la pauvreté, la pratique du travail manuel. Et tous deux ont rencontré Dieu sur leur chemin et ont été considérés comme fous. À son passage, vous avez tout d'un coup Irène qui va quitter donc son monde bourgeois pour essayer de comprendre la vie, peut-être trouver une solution, une issue. Elle va remplacer une jeune femme à l'usine et là, elle va écrire et elle comprend que quand elle a vu cette usine avec ses rouleaux compresseurs, c'est un truc monstrueux, elle dit « j'ai reçu pour toujours la marque de l'esclavage ». Et donc, ces mots sont mis en scène par Rossellini avec Ingrid Bergman au milieu de l'usine. Et ça, c'est intéressant parce que des usines, ça a été filmé, on pense au temps moderne, de Charlie Chaplin. Mais vous voyez, c'est là qu'on intervient l'écriture des réalisateurs. Parce que quand c'est Charlie Chaplin qui filme l'usine et quand c'est Rossellini qui filme l'usine, c'est toujours presque les mêmes usines, mais autant il y en a une où il y a une sorte de légèreté dont on peut s'amuser, bien qu'on comprenne quand même que c'est aussi de l'esclavage, mais bon, il y a une espèce de recul, voilà, tandis que quand on est chez Rossellini, non, ça inhibe complètement, ça écrase Ingrid Bergman, ça la réduit à rien. Et pourtant, c'est une très grande femme, et à un moment, il y a un plan en plongée, elle est là au milieu de ses rouleaux compresseurs, mais c'est l'usine, c'est l'enfer. C'est dit, elle le dit, et c'est très vrai. C'est filmé comme ça. Rossellini filme l'usine comme un enfer. Alors, Irène sera donc passée dans son chemin par donc les usines et puis par la rue avec des prostituées, les familles nombreuses, des femmes qui sont sans mari, qui ont des enfants, mais qui sont généreuses. Notamment, il y a une séquence formidable avec Giulietta Massina, très joyeuse, qui elle ce qui l'intéresse, c'est le plaisir d'avoir des copains et tout ça. Alors, les enfants, elle les adore. Alors, non seulement elle en a avec des kidams quelconques, mais en plus de ça, elle en adopte. Enfin voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose évidemment que Irène ne comprend pas. Elle regarde ça comme vraiment des animaux très étranges, quoi. Mais en même temps, ça la bouleverse. Elle comprend qu'il y a peut-être quelque chose à faire là, parce qu'il y a une telle générosité chez ces gens du peuple qu'elle ne connaît pas dans son milieu bourgeois, que tout d'un coup, évidemment, ça peut l'interroger, évidemment. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Irène, donc, s'absente pour aller justement aider les uns et les autres. Mais justement, le mari, il n'a même pas l'idée 3 secondes que elle puisse aller aider des gens pauvres. Non, et il dit, oh là là, elle a certainement un amant. Vous voyez, donc toujours quiproquo, machin, on comprend les choses comme on les sent et comme on peut les voir quand on est dans un milieu un peu particulier. Il y a une autre séquence qui est formidable quand on aime le cinéma, il faut voir ça, c'est Rossellini filme l'hôpital parce que comme on devrait considérer qu'elle est folle, elle va y avoir un procès, on va l'amener à l'hôpital psychiatrique et c'est filmé comme une chorégraphie. C'est un ballet hypnotique avec des femmes, avec des regards hallucinés. C'est une séquence très longue qui dure 130 secondes et où Irène, elle entre dans un cercle. De la même façon que son fils Michel était tombé dans un escalier en colimaçon, eh bien là, elle fonctionne, Irène, en cercle et on la retrouve à la fin exactement à l'endroit d'où elle était partie. Elle boucle la boucle et elle est assise sur un banc. Donc, image de cercle qui apparaît continuellement. On est dans la souffrance et dans j'allais dire la volupté. Non, c'est pas tout à fait le mot, mais c'est peut-être qu'on se noie un peu dans ce tourbillon, voilà. Et il y a même d'ailleurs qui accentue peut-être cette idée d'eau. Il y a un film dans le film où on parle d'une projection avec un barrage et on voit l'eau qui tourbillonne, le plan dure assez longtemps et en même temps c'est très intéressant parce que cette eau, c'est à la fois la vie
mais c'est aussi, elle est purificatrice. Et on peut imaginer que Irène, c'est peut-être son parcours. Elle arrive à se purifier peut-être de la laideur du pognon. Enfin, je ne sais pas. Tout ça, vous voyez, rien n'est dit et tout est dit en même temps. Voilà. Il y a une séquence aussi d'une prostituée qui va mourir. Eh bien, elle va recevoir l'extrême onction. Ça veut dire que tout d'un coup, ça aussi, Irène, ça lui semble, et nous-mêmes, ça nous semble absolument incroyable. On pense que, bon, forcément, quand on est dans le péché, c'est une prostituée, elle peut pas recevoir l'extrême onction, elle peut pas avoir besoin du Christ, de Dieu, etc. Eh ben non, si, c'est pas, vous voyez, l'espoir est possible. Et d'ailleurs, même à la fin, juste après, d'ailleurs, cette séquence où la prostituée a reçu l'extrême onction, elle rentre dans une famille où il y a un fils un jeune garçon qui menace avec son arme, il vient de tuer quelqu'un, il veut tuer tout le monde, etc. Et Irène le fait fuir. On va le lui reprocher, la police va dire, vous avez fait fuir un délinquant. Et elle dit, non, mais je suis sûre qu'il va aller se rendre à la police. Alors bon, tout le monde ricane, ben non, pas du tout. Pas du tout. Le fait que tout d'un coup quelqu'un l'ait vu un peu autrement, il va en effet se réfugier auprès de la police, il va se voir la police, se livrer à la police. Et quand on dit ça à Irène, enfin Ingrid Bergman, là il y a un rire intéressant parce que à la fois elle est rassurée et en même temps, c'est-à-dire elle est heureuse et c'est des pleurs et des rires, quoi, en même temps. Voilà. Et tout ça est très, très finement fait. Évidemment, c'est très profond. Mais, la société, on peut pas être comme ça. On ne peut pas être comme ça. Donc, forcément, elle est folle. Et donc, la seule qui est sûre qu'elle n'est pas folle, c'est la petite bonne qui s'occupait d'elle. Elle dit non, je sais que c'est faux. C'est la seule à le dire. Sinon, toute la famille est d'accord pour dire on va l'enfermer parce que là, voilà. Et alors, à un moment, il y a une critique aussi du test de Rorschach, je sais pas comment on le prononce, qui est la bienvenue parce qu'elle comprend bien que, ben non, Irène, elle est pas folle. Alors, elle dit peut-être que j'ai été trop égoïste. Oui, dans le temps, peut-être dans le passé, c'est possible. Et dorénavant, elle décide d'avoir de l'amour pour le prochain. Et elle préférera partager la joie, mais aussi la douleur ou l'angoisse des autres. Et les gens qu'elle a aidés le savent. Parce que quand à la fin, elle est enfermée derrière ces barreaux, derrière cette fenêtre, tous les gens qu'elle a aidés, ils sont en bas, et ils se disent, mais non, elle n'est pas folle. Elle n'est pas folle. C'est une sainte. Et voilà. Donc c'est quand même un film qui reste très audacieux. Parce qu'il répond à une question existentielle de Rossellini. Comment raccorder ce qui est radicalement autre ? Et ça, je trouve que c'est intéressant, cette idée de raccorder, puisque dans le cinéma, les raccords, c'est primordial. Un plan a de l'importance par rapport au plan qui le précède ou qui le suit. On fait des raccords. Et comment on peut raccorder ? Eh bien, je pense que ça aussi, ça nous renvoie à la rencontre entre Bergman et Rossellini, qui était quand même très, très différents. Comment est-ce qu'on a pu raccorder ce couple ? Ça a fonctionné, d'ailleurs. Et donc, c'est ce que va essayer, en tout cas, de faire Irène. Et finalement, c'est dans l'isolement de sa cellule qu'elle va peut-être trouver la vérité. Elle dit à un moment, pour être liée à tous, il faut que je ne sois liée à rien. Et j'ai envie de conclure cette approche de ce film Europe 51 en citant Simone Veil. Parce que Simone Veil, elle disait, je cite, « L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Il est donné à très peu d'esprits de découvrir que les choses et les êtres existent. » Et moi, je suis en accord total avec ça. C'est vrai que de moins en moins, on s'intéresse à ce qui existe autour de nous. On ne les voit pas, on ne les entend pas, on ne les écoute pas. Voilà. Et donc, je pense que peut-être c'est ça la plus grande forme d'intelligence. J'en suis absolument persuadé. C'est la bonté, c'est la générosité. Voilà. Donc, si ce film qu'on peut revoir encore aujourd'hui peut peut-être nous faire réfléchir, ben écoutez, c'est gagné, quoi. Voilà. Donc, un film à revoir, évidemment, Rossellini, Europe 51 avec Ingrid Bergman. On écoute un extrait du film. Scusi, dov'è il lotto terzo? Laggiù, venga, l'accompagno io. Ecco là. Grazie. Siamo arrivati.
Abita qui la famiglia Galli? Si accomodi. Li ho accompagnati io. Voilà, ça s'arrête un peu brutalement, mais c'est pas grave. Et donc, c'était donc un extrait du film Europe 51. Voilà, bon, merci Pierre-Jean. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Là, je vais vous parler d'un film français. Ah, suspense. Mais je pense qu'on ira faire un petit bout de chemin avec Victor, notre copain Victor. Voilà, on en reparlera. À lundi.